Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Bienvenue à cette journée Appui Livre Pouce Carré. Je suis ravie de vous recevoir ce matin. C'est la première journée Appui Livre de l'année, de l'année scolaire 2024-2025. Et en fait, j'ai décidé cette année, pour les gens qui sont habitués de participer à cette journée, j'ai décidé de faire des demi-journées maintenant, plutôt que des journées complètes, parce que je pense que des journées complètes, c'est long pour les gens qui écoutent et qui ont toute cette information qui leur est transmise. Alors, c'est ma tentative 2024-2025, c'est de travailler avec des demi-journées, ce qui me permet de vous présenter 2 à 3 maisons d'édition dans la demi-journée. Alors, ce matin, on va découvrir ensemble 3 maisons d'édition. On commence avec les éditions Boréal. On a 1 heure et demie avec les éditions Boréal. Ensuite, on va prendre une courte pause. Dans les éditions Boréal, on aura des ouvrages notamment, majoritairement pour l'intermédiaire et le secondaire. Donc, disons au Québec, là, le troisième cycle et le secondaire. Ensuite, je vous présenterai les ouvrages des éditions Les Malins. Alors, on va y aller avec de l'album, du documentaire et du roman. On aura des livres là, pour le préscolaire jusqu'au secondaire. Et on terminera une dernière petite demi-heure à la fin avec les éditions Binôme. C'est une nouvelle maison d'édition que je vais vous présenter. Et là, on a des livres pour les professionnels. Donc, on change un petit peu de public avec les éditions Binôme. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que dans les 3 présentations, on aura des invités. Alors, on va avoir des auteurs qui vont s'adresser à vous. Et ben, déjà, tout à l'heure, dans 1 heure environ, on aura une autrice qui va se connecter et qui prendra la parole pour vous présenter sa parution de l'année. Alors, voilà, ben, ça se peut que vous me voyez un peu accepter des gens. Il y a encore des gens qui sont encore en train d'entrer dans la réunion. Et il y a des gens, bien sûr, qui nous écouteront en rediffusion. Je vais tout de suite, dans la conversation, aller glisser la première bibliographie. Pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, la bibliographie, vous allez pouvoir la trouver dans le descriptif en dessous de l'image. Je vais tout de suite la mettre ici. Vous allez pouvoir la télécharger. Évidemment, aussi, les bibliographies vous seront envoyées par courriel pour les personnes qui étaient inscrites à la présentation. Je vais vous montrer un peu, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont avec nous pour la première fois. Alors, je vais juste vous montrer un peu la bibliographie à l'écran pour que vous voyez ce qui vous est envoyé et l'outil, dans le fond, que vous avez avec cette bibliographie-là. Vous avez toujours évidemment le titre, le nom de la maison d'édition, puis vous avez les imagettes avec donc, les pages couverture finalement, avec les données bibliographiques, les ISBN, les codes barres. Si vous voulez utiliser cette bibliographie comme un bon de commande là, pour aller à votre librairie chercher des ouvrages, vous pouvez le faire en utilisant la colonne quantité. Mais ce qui est particulier, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsque vous cliquez sur les titres qui sont en bleu, vous allez avoir accès à la fiche du livre sur le site lelibraire.ca. Je vous l'explique parce que vous allez voir la bibliographie pour Boréal que j'ai présentée est longue. Je n'ai jamais le temps, 1 heure et demie, de vous parler de tous ces livres-là, c'est certain. Vous avez souvent plusieurs tomes dans une série. Alors, parfois, je mets tous les tomes, parfois, je mets le tome 1, ça dépend des situations. Mais ça vous donne donc l'occasion d'aller poursuivre vos recherches de votre côté avec ces fiches-là. Donc, vous arrivez sur le site de libraire.ca, puis vous avez le descriptif complet du livre. Dans certains cas, lorsque ça se présente, là, vous allez aussi avoir une colonne fiche. Dans ce cas-ci, on n'a pas de fiche pédagogique, mais là, au malin, je vous le montrerai tout à l'heure, vous allez avoir une colonne fiche qui vous amène aussi directement aux fiches pédagogiques qui ont été créées avec la maison d'édition. Donc, voilà pour la bibliographie. Vous l'avez dans la conversation. Puis, je vais vous envoyer comme ça à chaque nouvelle présentation, au début de chaque nouvelle présentation, la nouvelle bibliographie. Alors, ben, commençons tout de suite avec cette présentation des éditions Boréal. Chez Boréal, vous allez voir, on a là 2 grandes collections ben, 3 grandes collections, pardon, qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Et aussi, ben, quelques livres parfois hors catégorie parce que c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur des grandes collections, bien sûr. Mais ce sont des collections qui sont facilement identifiables sur les ouvrages. Alors, je vais vous montrer tout d'abord ici, vous avez la collection Boréal Junior. Donc, on est toujours dans des ouvrages là, qui ont un format poche comme ça. Et vous avez le nom de la collection qui est indiqué au bas
Et vous avez aussi sur l'épine le petit logo de la collection Boréal. Vous avez la collection Boréal Junior et vous avez la collection Boréal Inter avec, encore une fois, le petit logo. Il y en a un, c'est BJ et l'autre, c'est BI. Ce sont les initiales de la collection. Dans le cas de la collection Boréal Junior, je vous invite toujours à aller voir aussi à l'arrière, vous avez les niveaux de lecture qui sont indiqués. Donc ici, par exemple, on a un niveau de lecture facile avec une étoile, mais dans certains cas, vous allez en trouver qui ont des niveaux de lecture intermédiaires ou avancés. Donc, je vais essayer de vous en trouver un. Par exemple, ici, on a un roman d'André Marois qui s'appelle « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Et vous avez le niveau de lecture intermédiaire, donc 2 étoiles. Puis vous pourriez avoir aussi le niveau de lecture avancé. Donc, ça vaut la peine de regarder à l'endos là, pour savoir à quel niveau de lecture vous vous adressez. Puis, malgré que nous soyons dans la collection Boréal Junior, normalement, Boréal Junior, je vous dirais que le public visé, on est peut-être autour du 9-12 ans environ. Ça reste des suggestions, hein, les publics visés, parce que ensuite, en fonction des niveaux de lecture des élèves avec lesquels vous travaillez, puis de leur niveau de connaissance du français, ça peut être assez variable. Vous allez voir aussi dans les descriptifs des livres de Boréal Junior que je vais vous faire, il y a des thématiques qui sont parfois plus avancées. Donc, ça pourrait être des ouvrages qu'on irait utiliser, je vous dirais, même au début du secondaire. Donc, pour je dirais 7e, 8e, 9e année, là, et parfois même un petit peu plus vieux, dépendamment des ouvrages. Mais traditionnellement, on vise des jeunes de 9 à 12 ans. Puis avec les boréales inter, ben là, on va aller viser le 12-17 ans, donc un public un petit peu plus âgé. Alors, je vais commencer en vous présentant les livres pour les plus jeunes avec le Boréal Junior. Les autres collections, je vous les montrerai tout à l'heure puisqu'on va être dans d'autres thématiques. Je vais commencer avec une nouveauté, donc parue cet été, de Gabrielle Dubé. L'ouvrage s'appelle Un été de papier. Et je vous dirais que c'est un roman un peu hétéroclite, un peu particulier, qui sort des sentiers battus. Je vous montre les pages intérieures parce que vous allez voir, c'est toujours assez semblable dans le Boréal Junior. Vous avez une mise en page qui n'est pas extrêmement euh, euh, espacée. Là, on n'est pas dans le roman à grand caractère. On est un roman avec un caractère traditionnel, mais avec quand même un espacement qui est raisonnable. Donc, on n'est pas dans le texte qui est très, très, très serré non plus. Puis, ben, pour tous les ouvrages de la collection, on a une grille graphique qui est semblable. Donc, on va toujours se retrouver comme ça avec des romans qui font 100 à 125 pages avec une grille graphique donc moyenne comme celle-là. Donc, ce n'est pas des textes qui sont trop longs non plus, ni trop faciles non plus. On est vraiment dans un bon entre-deux avec la collection Boréal Junior. Ce que ça raconte, donc, Un été de papier, je vous disais que c'est un ouvrage qui a un côté un peu hétéroclite, c'est-à-dire qu'on sort un peu des sentiers battus. On est dans un roman où on va se retrouver, je vous dirais, à la frontière entre la fable, le conte et avec quand même des personnages réalistes. Donc, on retrouve Arthur, qui est un petit garçon qui passe l'été seul. Il n'y a pas beaucoup d'amis. On comprend qu'il y a un conflit qui est arrivé à l'école, puis il a été mis de côté. Donc, c'est un petit garçon qui est assez solitaire. Sa mère travaille dans une pharmacie et près de la pharmacie, il y a un champ où Arthur va souvent passer plusieurs minutes, plusieurs heures par jour, donc à regarder ce qui se passe dans le champ. Et un jour, pendant qu'il est en train de regarder le champ, de voir ce qui se passe, regarder les insectes, il voit un mouvement. Son attention est captée. Puis il regarde vers le mouvement et il aperçoit un écureuil, mais un écureuil fait de papier. Donc, un écureuil d'origami. Alors là, évidemment, Arthur trouve ça un peu particulier. Comment ça se fait qu'il y a un écureuil de papier animé qui se promène dans le champ? Il a même l'impression d'avoir un contact visuel avec l'écureuil de papier. Ça reste là et il va éventuellement rencontrer une petite fille qui s'appelle Julie. Cette petite fille-là, il ne la connaît pas. Elle s'approche de lui juste après qu'il ait observé l'écureuil de papier. Puis, elle n'est pas très gênée. Elle lui mange ses bonbons. Tu sais, il veut pas la voir. Il veut rester seul. Puis elle, ben, elle s'approche, puis elle s'assoit avec lui. Il dit non, j'aimerais mieux que tu partes. Ben d'accord, puis elle mange ses bonbons. Tu sais, donc, elle reste là avec lui à manger ses grenouilles en gelée.
Fait qu'il est comme un peu coincé avec elle, mais finalement, il va découvrir qu'elle est gentille, il va devenir ami avec elle, puis il va surtout se rendre compte que quand il lui dit «J'ai vu un écureuil de papier», elle le croit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde et ensemble, ils vont décider d'entrer dans la forêt pour aller voir ce qui se passe, pourquoi il y a des animaux de papier dans la forêt. Il faut savoir qu'en parallèle de cette histoire-là, on est mis au courant d'un grand danger qui guette, c'est que dans le village voisin, il y a des enfants qui disparaissent. Donc, on soupçonne qu'il y a une personne mal intentionnée qui enlève les enfants. Alors, évidemment, ils doivent aller explorer la forêt dans le plus grand des secrets. Toujours important dans les livres pour enfants de tenir les adultes à l'écart, hein. Alors, ils doivent aller explorer la forêt dans le plus grand secret. Donc là, ils vont mentir à leurs parents pour réussir à aller dans la forêt et ils vont arriver à un certain moment devant une grande maison où tout est fait de papier, mais où tout est animé. Et il y a un homme un peu spécial qui va leur dire, ben moi, je peux vous montrer à animer le papier comme je le fais, à rendre le papier en vie par le biais de la magie. Donc, ils vont passer l'été à aller voir cet homme-là puis à se pratiquer à faire la même petite grenouille en origami, puis elle n'est jamais assez parfaite pour que le monsieur accepte d'insuffler la vie à la grenouille. Il va leur expliquer aussi à quel point c'est une tâche importante parce que c'est de la magie. Donc, si on donne vie à un objet de papier, ben, on a une responsabilité envers ça. Et tout au long de cette histoire-là, on va continuer à avoir en tête la menace des enfants qui disparaissent et leur rencontre avec l'homme de papier les amènera éventuellement à découvrir comment se fait-il, donc qui est responsable de l'enlèvement des enfants. Et il y aura donc cette part dans le roman de, je vous dirais, j'allais dire d'enquête, mais on n'est pas dans le roman d'enquête. On est donc, mais il y a quand même un moment dans le roman où il tente de savoir ce qui est arrivé aux enfants et de découvrir qui a fait ça. Et je peux vous dire, parce que quand même, je ne vous dirai pas qui a enlevé les enfants, là, si je veux que vous le lisiez, mais je peux vous dire que l'origami a quelque chose à voir dans la disparition des enfants. Puis je peux vous dire aussi que c'est un petit peu malveillant. Alors, je vais m'arrêter ici parce que quand même, je vais vous laisser un petit peu de suspense. Mais comme je vous dis, on est dans un roman qui a un côté très réaliste parce qu'on a deux enfants qui font leur vie d'enfant pendant l'été. En parallèle de ça, on a un côté qui est proche de la fable parce que, puis même on va aller toucher aussi certains éléments des contes classiques. Si vous pensez à Hansel et Gretel, si vous pensez à le petit Pousset, donc tous ces contes où on a un parcours dans la forêt qui est vécu par des enfants avec une menace, on a cette esthétique-là aussi qui est présente avec le côté un peu surnaturel. Et donc, ben voilà, pour un été de papier de Gabrielle Dubé. Une belle découverte, franchement, qui nous amène à un endroit un peu insoupçonné. Je vais enlever un chandail parce que vous savez, quand on commence à parler comme ça, on s'énerve, puis il fait tout à coup beaucoup plus chaud que quand on est en arrêt. Je vais poursuivre avec la collection Boréal Junior avec une série. S'il y en a, ben, il y en a parmi vous, je reconnais certains noms et certains visages que je salue d'ailleurs, que je suis contente toujours de vous revoir. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ma passion pour l'autrice Sandra Dussault, une passion qui est presque gênante parce que je me suis déjà retrouvée devant elle dans un salon du livre à pas être capable de parler, tellement j'étais impressionnée par cette autrice. C'est une autrice que j'adore, qui a écrit des romans pour adolescents, entre autres, vraiment fabuleux. Et j'ai découvert une série aux éditions Boréal, j'ai découvert une série pour les plus jeunes de Sandra Dussault qui est complètement différente de ce à quoi elle nous a habitués quand elle écrit pour les adolescents, parce que quand on la retrouve dans les ouvrages pour adolescents, on va la retrouver souvent dans soit la science-fiction, on va la retrouver en roman d'horreur, en roman d'action ou d'enquête, mais dans ce cas-ci, on arrive dans un roman une série de romans beaucoup plus réalistes, je vous dirais, avec des thématiques peut-être un peu plus légères. Mais ce qui, moi, m'impressionne beaucoup chez l'autrice Sandra Dussault, c'est sa capacité à nous convaincre en quelques lignes d'embarquer dans son univers. Alors, on lit une demi-page de son roman, puis déjà, on est happé dans son monde et on veut en savoir plus. Et elle réussit le même tour de force avec la série que je vais vous présenter, malgré qu'on soit dans un univers qui est beaucoup plus réaliste. Alors, on arrive dans la série Justin et les Malcommodes. Alors, j'ai trois tomes avec moi. Ici, on a La fantastique aventure en forêt.
J'ai La périlleuse escapade au parc Dumont. Et le troisième tome, L'étonnante visite dans la classe de Madame Aglaé. Je vais vous raconter l'histoire du premier tome. C'est vraiment sympathique. Et c'est une histoire, donc le mot-clé, je vous dirais, c'est intergénérationnel. Donc, une histoire qui met à l'honneur une rencontre entre des jeunes et des personnes âgées. Justin, c'est un petit garçon. On lui donne, je ne suis pas certaine que son âge est nommé, mais je lui donnerais la préadolescence, début de l'adolescence, là, tu sais, un âge un peu entre deux. C'est un petit garçon distrait. Et un matin, il y a pas, lui non plus, c'est un enfant qui n'a pas beaucoup d'amis. Son meilleur ami, c'est son chat avec qui il y a des discussions. Donc, ça vous donne un peu l'idée là, que c'est un garçon qui vit beaucoup dans son imaginaire. Puis un matin, il est distrait, il s'en va à l'école, il monte dans l'autobus comme d'habitude, il regarde pas autour de lui, il s'assoit dans le 8e banc à gauche, comme tous les matins, sur le bord de la fenêtre. Et à un moment donné, quand il se lève la tête, il réalise qu'au lieu d'être dans l'autobus scolaire, il est dans un autobus de personnes âgées. Ce ne sont que des personnes âgées qui sont dans l'autobus, qui le regardent avec un air, qu'est-ce qu'il fait là, lui, il fait pas partie de notre gang. Et bien là, il essaie de débarquer de l'autobus, il se rend compte en fait qu'il s'est trompé d'autobus. Il essaie de descendre de l'autobus. Le chauffeur lui dit, quand l'autobus est en marche, on s'assoit. Alors là, il est tenu de s'asseoir. Et ils arrivent donc, après un certain trajet quand même avec les personnes âgées, ils arrivent au bout d'une route, devant la forêt. Les personnes âgées descendent de l'autobus, donc elles sont débarquées là. Ils descendent avec elles et l'autobus repart. Et ils sont seuls dans la forêt. Et là, il va se mettre à parler un peu avec un des messieurs, monsieur Hervé, et il va comprendre que ces personnes âgées-là habitent dans une résidence et ben, il s'ennuyait. À tous les jours dans la résidence, il y a une activité, il y a des poches, du bingo, du cinéma. Vous savez, toutes les activités qu'on peut imaginer qui ont lieu dans une résidence de personnes âgées. Et entre vous et moi, si votre vie était constituée de parties de poche et de bingo, peut-être qu'à un moment donné, vous aussi, vous auriez envie à un moment donné d'une petite aventure. Alors, ce groupe de personnes âgées-là a décidé, pour mettre un peu de piquant dans leur vie et avoir peur. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un peu peur. Ils ont décidé d'aller se perdre en forêt et le défi, c'est de rentrer à leur résidence. Ils se sont mis le défi de retourner à leur résidence. Et là, Justin est avec eux. Il constate que ils ne seront jamais capables de retourner à leur résidence, ils sont bien trop loin. La majorité marche avec des cannes ou s'enfarge dans des racines. Il se dit, ben là, il va falloir que je prenne les choses en main si moi, je veux rentrer chez moi. En parallèle, Justin est un petit peu inquiet parce qu'il sait qu'il va se faire chicaner parce qu'il ne s'est pas présenté à l'école. Sa professeure est quand même assez sévère. Au début, il a l'espoir d'aller passer l'après-midi à l'école, mais il se rendra compte rapidement que c'est impossible. Et il sait qu'il va se faire chicaner par sa mère aussi parce qu'il n'est pas allé à l'école puis il est disparu pendant la journée. Heureusement, Justin, sa mère, elle lui a fait faire tous les cours qu'on peut imaginer. Donc, Justin a, entre autres, fait les scouts. Alors, il est capable de repérer ce qu'on peut manger dans la forêt, il est capable de se retrouver, il est capable donc de s'organiser dans la forêt et c'est Justin qui va prendre en charge le groupe. Et là, lui, il a un objectif précis, c'est rentrer le plus vite possible à la résidence, mais les personnes qui sont avec lui, bien, ils ont premièrement des limitations physiques. Alors, on ne peut pas marcher au rythme de 7 km/h quand on a un groupe de 10 personnes âgées qui nous suit. Ils ont des limitations, dans certains cas, je dirais même un peu des limitations cognitives. Donc, tu sais, des fois, ce qu'ils disent, ils peuvent avoir l'air un peu perdus. Et ils ont envie de s'amuser. Ils sont là dans la forêt, ils n'ont jamais de sortie. Fait que là, quand ils voient une rivière, eux, ils ont envie d'aller se baigner. Puis ils ont un horaire précis qu'ils sont habitués de respecter. Alors à midi, ils s'arrêtent pour manger, même s'ils n'ont pas de repas. Alors là, Justin doit cueillir des baies puis des champignons, parce qu'heureusement, lui, il connaît ça parce qu'il était dans les scouts. Après le dîner, ben, c'est la sieste. Là, ils insistent tous pour faire la sieste parce que c'est ça l'horaire. Quand c'est l'heure, on fait la sieste. Fait que lui, il est un peu dépassé. Puis, à un moment donné, Justin va utiliser l'imaginaire, donc tout ce qu'on connaît comme étant les menaces de la forêt, que ce soit la menace d'un loup, mais aussi éventuellement, ils vont voir une espèce d'amas de brindilles. Alors, il va se mettre à leur dire que c'est un nid de dragon. Là, les personnes âgées ont lu
Harry Potter. Alors, ils se mettent à nommer toutes les sortes de nids de dragons qu'on peut imaginer. Ils vont trouver une roche plate, il va leur dire que c'est un œuf de dragon. Donc, il va utiliser comme ça plein de ressorts de l'imaginaire pour encourager les personnes âgées à avancer. Mais ces personnes-là sont tellement avides de vivre une aventure excitante, c'est comme si elles ouvraient leur imaginaire puis elles embarquent dans son récit. Alors, on va se promener dans la forêt avec eux en découvrant plein de dangers, mais qui sont des dangers imaginés par Justin et aussi par ses petits pensionnaires, là, ceux qui le suivent. En cours de route, Justin va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Marinette. Et Marinette va les inviter chez lui. Elle habite dans la forêt et elle va aussi embarquer dans le jeu de l'imaginaire de Justin. Puis elle va entretenir donc le récit que Justin est en train de faire aux personnes âgées. Et c'est grâce à la mère de Marinette qu'il y aura une solution éventuellement pour réussir à rentrer à la maison. C'est vraiment une belle histoire parce qu'on sent la tendresse qui lie les jeunes et les personnes âgées. Donc, et lui, il va se rendre compte, en fait, que à l'école, il n'y a pas vraiment d'amis, mais eux, ces gens-là, en une journée, il les a aimés. Il s'est fait aimer en une journée aussi, puis il décide que ces personnes-là vont devenir ses nouveaux amis. Et c'est ainsi qu'on aura donc ensuite une visite au parc d'attractions. Puis un jour, mais vous savez, à l'école, des fois, on dit invitez votre grand-parent à l'école. Alors, il va inviter le groupe de personnes âgées à venir à l'école avec lui. Vraiment une série, je vous dirais, touchante, attachante, très tendre, avec la plume toujours aussi savoureuse de Sandra Dussault. Puis c'est très amusant, c'est très drôle aussi. On sent l'espèce de côté de ces personnes-là qui veulent tellement vivre une aventure. C'est vraiment bien réussi. Je vous mentionnais aussi que dans la collection, on a certains titres qui pourraient même s'adresser à des publics un peu plus vieux. Je vais vous parler, entre autres, d'une série d'André Marois. En fait, je dis une série, mais c'est trois ouvrages qu'André Marois a publiés, mais qui sont indépendants les uns des autres. Mais ce sont des ouvrages qui s'inspirent de l'histoire, donc de faits historiques. Parmi ceux-ci, vous avez ici un ouvrage qui est plus typiquement, je vous dirais, basé dans une région du Québec, mais vous allez voir, j'en ai d'autres également qui sont basés dans d'autres régions. J'ai ici La forêt des Insoumis. C'est un texte qui va s'intéresser à la Première Guerre mondiale, donc vous savez, la conscription qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. On nous explique d'ailleurs très bien au début, il y a un petit dossier qui nous explique le contexte historique. Alors, on a un avant-propos ici qui nous explique le contexte historique en 3 pages. Je vais être franche avec vous. Là, moi, quand il y a un avant-propos de 25 pages avant de lire l'ouvrage, là, je trouve ça trop long. Mais là, c'est juste parfait, juste pour qu'on soit sûr de bien comprendre ce qui se passe. Et on nous explique que la loi sur la conscription est entrée en vigueur au Québec le 13 octobre 1917 et elle exigeait que les jeunes hommes pardon, en fait, la loi sur la conscription est entrée en vigueur le 13 octobre 1917 et les réfractaires étaient recherchés par la police. Et ce que ça disait, cette loi-là, c'est que les jeunes hommes devaient aller s'inscrire pour partir à la guerre, pour appuyer les forces alliées. Et à partir du 16 mars 1918, tous les hommes âgés de 20 à 23 ans qui étaient célibataires ou veufs et sans enfants ont été aussi appelés. Puis ensuite, on a appelé ce qu'on appelait les candidats de catégorie B, ça voulait dire les hommes qui étaient mariés, eux aussi, et de 20 ans à partir de 20 ans, puis ensuite, on a même descendu jusqu'à 19 ans. Et donc, qui étaient appelés à aller faire l'effort de guerre. Mais il y a des hommes qui, eux, ne voulaient pas aller à la guerre parce qu'ils avaient peur de mourir au front ou parce qu'ils avaient des familles qui étaient ici. On dit d'ailleurs dans l'avant-propos que 2 hommes sur 5, ça veut dire 40% des hommes, ont échappé à la conscription. Donc, sont devenus ce qu'on appelle des insoumis. Et les insoumis, ils s'en allaient se cacher quelque part et plusieurs ont utilisé la forêt québécoise comme un endroit pour aller se cacher, pour échapper à la conscription. Et c'est un groupe de garçons comme ça qu'on va suivre. On comprend donc qu'ils ont entre 19 et 23 ans. Et au début, ils sont 3. Ils sont cachés dans une petite cabane. On commence au mois de juillet. Ils se sont cachés dans une petite cabane dans la forêt.
qui est à une certaine distance du village où leurs oncles, où un de leurs oncles habite pour pouvoir aller chercher du ravitaillement, pardon, de temps en temps. Et leur groupe va s'agrandir pour devenir jusqu'à 5 hommes. Et on va suivre le parcours de ces hommes-là du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, au moment où la paix a été signée et où la guerre s'est terminée. Et donc, la, la, la conscription était terminée. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on suit leur peur d'être démasqués, leur tentative de trouver un peu de nourriture dans la forêt, donc la chasse, la pêche, les intempéries, leur visite au village parfois pour aller chercher des ravitaillements. Donc, ils doivent marcher dans la forêt la nuit sans jamais emprunter les mêmes sentiers pour ne pas faire des sentiers qui permettraient aux gens de les retrouver. Donc, toujours en prenant des nouveaux chemins. J'allais dire les alliés, mais les gens qu'ils avaient comme alliés au village aussi, qui leur fournissaient des denrées. Les nouvelles qui passaient par le biais du journal, qui rapportaient dans leur camp. L'impossibilité de faire des feux, parce que si tu fais un feu, ben, tu pourrais être démasqué. Donc, tous ces enjeux-là, parce que la fumée, tous ces enjeux-là, donc, qui vont occuper ces garçons pendant cette période-là. Alors, on a beaucoup d'ouvrages qui nous parlent de la guerre, mais cette partie-là de la guerre, elle est moins souvent mise en fiction. Ça raconte une autre partie de l'histoire, dans ce cas-ci de l'histoire du Québec. Alors, c'est ce que vous allez retrouver dans La forêt des Insoumis. Et André Marois a écrit également un ouvrage, je ne l'ai pas sous la main, mais qui s'appelle Mesures de guerre, donc qui va s'intéresser dans ce cas-ci à la crise d'octobre 70 au Québec. Donc, toujours avec cet environnement historique. Et également, donc là, on va sortir de l'histoire du Québec, un ouvrage qui va parler de mai 68 avec En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est le livre que je vous ai montré tout à l'heure, qui était en lecture intermédiaire. Et ici, on se retrouve dans les manifestations de Paris en mai 1968, donc dans un environnement européen, mais qui permet de comprendre un moment charnière de l'histoire occidentale. Donc, vous voyez, c'est une série, comme je vous disais, les thématiques sont un petit peu plus avancées, je vous dirais, donc, ou je dirais des thématiques un peu de tous âges, en fait, parce que on est dans l'histoire et ben, ça nous permet de découvrir donc ces trois moments charnières-là dans notre histoire. Puis André Marois, c'est un auteur qu'on a découvert dans une panoplie de romans, entre autres des romans pour adolescents, mais aussi quelques ouvrages plus jeunes. Et il y a toujours cette force de narration-là avec une bonne part de suspense. Il est capable d'écrire pour que ce soit haletant, capter notre attention. Donc, il y a toujours ce côté de suspense-là. Il y a une information que j'ai oublié de vous donner au sujet de la forêt des Insoumis. À la fin, vous avez, donc je vous disais qu'il y avait un avant-propos, puis à la toute fin, on a une petite section plus historique où on nous montre un journal, parce que le personnage principal s'appelle René, et on nous montre le journal de René Jolicoeur. Donc, René Jolicoeur, cette histoire-là, elle est inspirée des notes que René Jolicoeur, qui était lui-même un insoumis, avait prises. Puis on nous explique, entre autres, que le journal a été rédigé sur la page de gauche d'un cahier d'écolier. Alors, si vous voyez, il y a la partie écolier, tu sais, qui est un peu plus espacée, rédigée selon les normes. Puis la page de droite, ben, il n'y a pas un petit espace qui a été négligé. On a utilisé chacun des petits espaces qu'on avait et on nous dit que c'est une histoire fictive, mais que n'empêche que c'est une histoire inspirée de ces carnets de René Jolicoeur. Donc, vraiment, encore une fois, une découverte bien intéressante. Je vais poursuivre, je vais regarder l'heure parce que j'ai plusieurs autres collections à vous présenter. Je vais vous présenter un dernier roman dans la collection Boréal Junior. Puis après, ça se peut que je change d'idée, là. Des fois, ça arrive que finalement, je décide d'en ajouter un autre. Je vous dis ça, mais je veux juste m'assurer de rien oublier. C'est un roman, je vous dirais, là, on tombe dans les romans plus qui appartiennent presque à l'histoire de la littérature jeunesse du Québec, parce qu'on tombe dans un roman qui est écrit par une autrice qui a donné énormément à notre littérature jeunesse, qui est Christiane Duchesne. Et le roman que je vais vous présenter s'appelle La vraie histoire du chien de Clara Vick. C'est illustré ici par Marc Mongeau. On est avec un niveau de lecture facile à l'endo ici. Je prends une petite gorgée d'eau. Cet ouvrage que vous avez
Dans la bibliographie, vous allez voir, il est indiqué une parution en 2009, mais c'est une nouvelle édition. Alors, la vraie histoire du chien de Clara Vick, ça nous plonge en Grèce. Alors, ce matin, je vous invite maintenant dans un voyage intercontinental. Donc, on arrive en Grèce avec un personnage qui s'appelle, dans une île grecque, avec un personnage qui s'appelle Clara Vick. Et au tout début du roman, on est avec Clara sur un grand bateau et elle arrive sur cette île où on comprend que la famille est partie refaire déménager. Donc, on comprend qu'elle est d'une origine, je vais vous dire québécoise, mais elle parle français. On pourrait imaginer qu'elle vient de où on veut dans le monde. Et donc, elle arrive sur une île grecque où elle parle quelques mots de la langue, mais à peu près pas. Elle comprend pas au début ce que les autres vont lui dire. Et au moment où elle descend du bateau, il y a un chien. Un chien pelé, là, pas un beau chien bien entretenu avec du Purina One, là. Un chien qui mange dans les déchets avec un pelage à moitié gris, à moitié beige, qui vient la voir et qui commence à se coller sur elle. Là, elle lui dit, mais voyons, le chien, je suis nouvelle ici, on se connaît pas, laisse-moi, va faire ta vie, va retrouver ta famille. Mais le chien reste collé sur Clara Vick. Toute la première année de vie de Clara sur l'île, ben évidemment, Clara va aller à l'école, va rencontrer des gens, va apprendre la langue. On va découvrir, grâce à son récit, plusieurs des personnages qui habitent sur l'île, que ce soit le coiffeur, la marchande de piles, une femme qui vend des piles pour tout, pour une télécommande, pour un cellulaire, la marchande de piles. Donc, elle va rencontrer comme ça plusieurs personnages. Une petite fille qui s'appelle Sophia, qui va devenir son amie aussi, et ce chien, qui va continuer à la suivre tous les jours, partout. Et tous les jours, Clara et le chien vont voir le bateau revenir, le bateau arriver. Parce que c'est un événement quand tu habites sur une île, hein. Le bateau, c'est lui qui amène les nouvelles, c'est lui qui amène les nouvelles personnes, c'est lui qui amène les nouvelles denrées. Alors tous les jours, ils vont aller assister à l'arrivée du bateau. Et un jour, la rumeur commence à circuler. Il y aura un orchestre qui viendra faire 10 jours de spectacle sur leur île. Donc, vous imaginez l'énorme fête que ça représente d'avoir un vrai orchestre qui va venir pendant 10 jours avec tous les musiciens, faire des spectacles pour les gens qui sont là. Il y a une femme, la marchande de piles, elle est tellement excitée parce elle adore la musique, elle achète des billets pour les 10 jours. Elle va aller voir le concert 10 jours de suite. Et au moment où l'orchestre arrive par le bateau, évidemment, mais là, tout le monde est allé accueillir l'orchestre, le port est plein, il y a des personnes partout. Clara est là avec le chien. Et il y a, en premier lieu, avant que l'orchestre descende, il y a un cercueil qui descend, ben, qui est descendu du bateau. Et on sait que dans ce cercueil, il y a un homme qui est décédé, qui revient sur l'île. Donc, c'était un insulaire qui est décédé à l'étranger alors qu'il était parti. Et il revient pour le repos éternel sur l'île. Et au moment où donc le cercueil sort, ensuite l'orchestre sort et le chien se met à hurler. Puis le chien, il faut savoir que Clara l'aime, Clara s'attachait à lui, mais les villageois ont peur du chien. Les villageois ne l'aiment pas. Ils comprennent pas trop pourquoi elle s'intéresse à ce chien-là. Et le chien se met à hurler et à courir. Et Clara perd son chien. Donc, il s'en va, puis il revient pas le soir se coucher devant sa porte de maison. Et elle va commencer par penser que peut-être le mort avait un lien avec le chien, peut-être que le chien connaissait le mort. Et il va naître de cette histoire-là une, une enquête, on pourrait dire une enquête à hauteur d'enfant, c'est-à-dire qu'elle, elle va aller à la recherche des différents indices qui pourraient lui expliquer ce qui est arrivé, pourquoi le chien est parti à ce moment-là. Première piste qu'on va aller chercher, c'est le mort qui est revenu sur l'île. On va apprendre des choses sur lui, mais la temporalité va faire en sorte qu'elle comprend que ça ne peut pas être le mort qui a un lien avec le chien parce que le chien est trop jeune. Et finalement, la deuxième piste, ce sera l'orchestre, les musiciens. Et on va découvrir éventuellement qu'il y a un lien entre le chien et un violoncelliste de l'orchestre. Ce violoncelliste qu'on va apprendre au fil du roman, là, je vous dis la fin. Le violoncelliste, lorsqu'il était plus jeune, avait ce chien. Et un jour, ses parents ont décidé de déménager dans un appartement, puis ils ne pouvaient pas amener le chien.
Alors, ils ont dit, ben, on va tuer le chien parce que si on fait juste l'envoyer dans la montagne, mais il va toujours revenir. Alors, la solution, c'est de tuer le chien. Puis là, lui, quand il a entendu ça, il a dit, il n'y en a pas question. Il habitait sur une île. Alors, il a décidé d'aller porter le chien sur un bateau pour que le chien puisse aller refaire sa vie sur une autre île. Et c'est ce chien-là qu'on a retrouvé, que Clara aura retrouvé. Et elle va donc tisser une relation avec ce violoncelliste-là, qui deviendra un ami. Et donc, l'histoire se termine pour la majeure partie au moment où l'orchestre repart, mais on a une ellipse temporelle d'un an. Puis on sait qu'un an plus tard, ben, on a Clara et le violoncelliste se sont revus 8 fois. Il est revenu voir son chien. Elle va aller le visiter chez lui aussi. Donc, on a comme ça une promesse de retrouvailles et de relations amicales qui est dessinée. Une particularité de ce roman, c'est que Clara, on sait qu'elle arrive sur l'île avec sa famille, mais les parents ne sont à peu près jamais présents ou évoqués. Ils sont à peine évoqués de temps en temps. C'est vraiment l'histoire de la petite fille. C'est vraiment elle, avec ses amitiés qu'elle a créées, qui va réussir à élucider le mystère. Donc, on est vraiment dans son monde, dans son univers. Dans sa découverte aussi, on est dans une terre qui accueille beaucoup de gens qui arrivent ici et qui ne parlent pas nécessairement la langue. Bien là, on a le point de vue d'une petite fille qui part et qui arrive dans un lieu qui lui est étranger, avec des mœurs qui lui sont étrangères et qui ne parle pas non plus la langue. Donc, c'est vraiment une histoire de ce point de vue-là aussi qui est intemporelle et qui est assez universelle. Donc, voici pour la vraie histoire du chien de Claravic. On aura une dernière présentation d'ouvrage avec la collection Boréal Junior tout à l'heure, puisqu'on a une autrice qui va se joindre à nous dans une vingtaine de minutes. Mais en attendant son arrivée, moi, je vais vous présenter des livres de la collection Boréal Inter, donc avec des ouvrages qui vont s'adresser aux plus vieux. Et encore là, on a une grande variété de livres qui nous attendent. J'ai envie de poursuivre avec vous le voyage, mais vous allez voir, dans Boréal Inter, on pourrait appeler Inter l'international, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des ouvrages qui se passent un peu partout dans le monde. Il y a un côté qui est très, très ouvert sur le monde, sur les réalités, et on a des sujets qui sont très forts, des auteurs aussi qui reviennent avec plusieurs ouvrages. Et je vais commencer avec cette autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Élisabeth Turgeon, qui a deux séries d'ouvrages que je vais, deux collections là, que je vais vous présenter. Vous allez voir dans la bibliographie, je les ai regroupés en leur donnant, c'est moi qui ai donné le nom de collection comme la façon dont je l'ai écrit parce que je voulais que les livres se retrouvent côte à côte dans la bibliographie. Donc, vous avez la série Lou et Pablo, puis ensuite la série Zach. Donc, j'ai utilisé les noms des personnages principaux. Je vais commencer avec la série Lou et Pablo. Dans les deux cas, je vais plus vous parler du premier tome, puis vous savez ensuite qu'il y a des suites qui existent. Élisabeth Turgeon, tout d'abord, moi, je vais vous raconter une petite histoire, là. C'était une autrice dans un emploi précédent. On avait un blog. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Communication Jeunesse, puis il y avait un blog pour les adolescents. En fait, c'était on pourrait dire un blog, là, mais c'était un auteur jeunesse qui était invité à tenir le blog pendant un mois pour parler de sa démarche de création aux adolescents. Et un mois en particulier, ça a été Élisabeth Turgeon qui avait été invitée. Donc, elle a fait des messages de blog comme ça pendant 31 jours pour parler de sa réalité d'autrice. Tous ces textes-là, ce blog n'existe plus, mais elle les a repris, puis on peut les lire sur son site personnel. Donc, si vous cherchez le site web d'Élisabeth Turgeon, vous allez voir, il y a ces livres qui sont présentés, mais il y a tous ces messages de blog. Je vous en parle parce qu'Élisabeth, elle a quelque chose de spécial, c'est qu'elle est une globe-trotter. Elle voyage partout dans le monde et elle s'installe à un endroit et elle écrit une histoire qui se passe dans cet endroit. Donc, moi, j'ai eu des échanges courriels au fil du temps avec elle, puis elle me répondait: Bonjour, je suis au Myanmar en train d'écrire un nouveau roman. Puis là, la fois d'après, elle pouvait m'écrire: Bonjour, je suis au Pérou et je suis en train d'écrire un nouveau roman. Donc, vraiment, là, c'est une femme qui a voyagé partout dans le monde. Et quand on lit ses romans, on se retrouve partout dans le monde à notre tour à découvrir des lieux et des histoires, mais c'est vraiment imprégné d'une connaissance là, de ces environnements-là. Alors, la série Lou et Pablo commence par Destin croisé. Et vous avez ici ensuite Les pierres silencieuses. Et on se retrouve donc en Amérique du Sud avec
Lou, qui s'en va passer pour le premier ouvrage, donc Lou s'en va passer une période au Pérou. C'est un échange étudiant qui a lieu pendant l'été et l'objectif de cet échange étudiant-là, c'est de faire de rédiger à deux, les deux parties de l'échange, comme un guide de voyage sur le lieu qui est visité. Donc, il est supposé avoir une partie du guide de voyage au Pérou, puis une partie du guide qui va se passer, qui va présenter ensuite des lieux au Québec. L'histoire qui nous intéresse, elle se passe entièrement au Pérou. Elle arrive là-bas, donc Lou, chez Pablo, qui est le garçon avec qui elle fait l'échange, et elle va découvrir rapidement que Pablo, c'était pas son idée de faire cet échange-là, c'était l'idée de ses parents, parce que ses parents trouvaient que Pablo commençait à avoir un petit peu des mauvais comportements. Et ils ont décidé donc de l'inscrire là, pour le recadrer. Les mauvais comportements de Pablo, c'est qu'il fait partie d'un groupe activiste pour sauver la forêt amazonienne. Et il y a des prises de position de plus en plus radicales qui sont faites par le groupe. Et à un moment donné, Pablo va se retrouver au commissariat parce qu'il a été arrêté pendant un événement manifestant. Donc, le côté manifestant va être important. Puis, c'est intéressant aussi parce qu'on a des jeunes, souvent à un certain âge, qui commencent à militer. Donc, on va parler du militantisme de ce point de vue-là. Et bon, fait que là, Lou, elle se retrouve là avec un gars qui n'est pas trop collaboratif. Puis de fil en aiguille, Lou va aller visiter un musée. Et dans ce musée, il y a une jeune fille momifiée. Et c'est le musée de Arequipa. Et cette jeune fille-là, donc, c'est une des plus anciennes momies qui a été découverte. Puis là, tout ça, c'est documenté, là. Et elle a été découverte au sommet d'une montagne après qu'il y ait eu... donc, ce qu'on a compris là, de cet événement-là, après avoir étudié la sépulture, c'est que c'est une jeune fille qui a été sacrifiée. Il y a de cela fort longtemps pour apaiser les dieux et demander des faveurs aux dieux. Ce qui va choquer Lou, c'est que cette momie qui a été sacrifiée, elle est encore utilisée aujourd'hui comme un attrait touristique. Donc, on devrait, selon elle, laisser la sépulture, laisser la jeune fille reposer en paix, déjà qu'elle n'a pas pu vivre sa vie, mais on devrait aujourd'hui la laisser tranquille. Lou est si choquée qu'elle va faire un grand esclandre dans le musée. Et quelques jours plus tard, la momie disparaît. Et comme elle a fait une scène dans le musée, ben, elle va être la suspecte numéro un. Et la police va se mettre à la rechercher. Et avec Pablo, là, ils se sont comme réconciliés là, depuis tout ça. Avec Pablo, elle va descendre vers le sud pour essayer d'échapper à la police. Ils vont avoir avec eux l'aide à distance des parents de Lou qu'elle va réussir à contacter, qui sont enquêteurs au Québec, donc qui vont l'aider dans ses démarches, et aussi de la famille de Pablo qui vont les aider. Mais on a vraiment cette espèce de fuite-là vers le sud pour échapper à la police. Donc, au travers de ça, il y aura les thématiques environnementales, le respect de la sépulture d'autrui, les rituels aussi qui peuvent être différents selon les cultures. Et ce qui est saisissant de ce roman, c'est qu'au début du roman, jusqu'au décès de la jeune fille qui deviendra la momie, on a une alternance de narration entre l'histoire de Lou et l'histoire de cette jeune fille dans un temps très ancien qui deviendra celle qui sera sacrifiée. Donc, au début, on suit une histoire, on comprend que c'est un peu plus ancien. La mère de cette jeune fille-là ne veut pas la laisser sortir parce qu'elle est tellement belle qu'elle craint qu'elle soit enlevée par les hommes du village. Mais c'est parce qu'elle craint que sa jeune fille soit choisie comme sacrifice. Et comme de fait, le jour où sa fille va sortir de la maison, elle va être prise et elle va vivre pendant 7 ans emprisonnée jusqu'à temps de devenir ce sacrifice. Alors, on a cette histoire-là, puis on se dit, ça se peut pas là, que ça nous amène jusqu'au sacrifice final. Puis à un moment donné, ben, on est avec eux sur le haut de la montagne, puis on comprend que c'est ça qui va arriver, et c'est la jeune fille qu'on va retrouver dans le temps contemporain comme étant la jeune fille momifiée. Alors vraiment un roman vraiment captivant. Puis, le temps file vraiment vite, alors je vais juste vous mentionner l'autre série qui est la série Zach. Alors, dans ce cas-ci, je vous disais que parfois, euh, Elisabeth pouvait répondre du Myanmar. Ben, elle était donc en train d'écrire la série Zach avec La Révolte et avec Rohingyas, qui est juste ici.
Et donc, on tombe cette fois-ci donc, dans une toute autre région du monde. On s'en va du côté davantage vers l'Asie et on va se retrouver avec Zach. Donc, Zach est un jeune garçon qui va partir avec son père. C'est un garçon qui est un peu en révolte. Il a des parents très, 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 très professionnels, là, tu sais, qui travaillent tout le temps. Il va se retrouver ben, ça s'appelle la révolte. Il va se retrouver en révolte. Il va décider donc que il lâche l'école, il n'en peut plus, ses parents sont toujours en train d'attendre qu'il performe à l'école. Et il va décider de faire une grève du silence. Donc, arrêter de parler, une grève de la parole, on pourrait dire. Donc, arrêter de parler. Et là, ben, la mère et le père s'envoient la balle. Qui va s'occuper de lui? Le père, lui, il a un voyage il y a un travail qui se passe souvent en voyage à l'étranger. Et la mère décide, ben, il va partir avec toi au Myanmar. Le père n'est pas même content de traîner son fils au Myanmar, mais les billets sont achetés, la mère les a laissés sans autre choix. Et Zach part, il est toujours silencieux. Ce qui passionne le plus Zach dans la vie, c'est faire à manger, la cuisine, la gastronomie. Et quand il arrive là, pour lui, c'est un éveil des sens, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans la rue et tout sent bon, tout est beau, les couleurs, les odeurs, la cuisine de rue, il capote. Il va rencontrer par le biais de son père deux jeunes locaux. Et on est dans la religion bouddhiste. Et dans la religion bouddhiste, il y a un moment où les jeunes vont aller faire une espèce de retraite, je vous dirais, qui est un passage, une étape dans la vie des jeunes pour accéder finalement à un âge plus adulte. Et lui, il va décider d'aller faire cette retraite-là bouddhiste avec des enfants qu'il a rencontrés, le garçon, là, c'est un frère et une sœur. Et il va se retrouver, donc il ne demande pas l'avis à son père, il se retrouve pour un mois retraité dans cet endroit-là. Et ce qu'on va suivre, c'est l'évolution de Zach, mais aussi l'évolution de son père, qui lui est fâché contre lui, contre les choix de Zach. Il trouve que c'est stupide ce qu'il est en train de faire. Il est très fermé. Puis éventuellement, mais il va falloir qu'il s'ouvre l'esprit. Et donc, on va suivre là, cette transformation-là. Puis aussi, ben, la famille donc, des deux jeunes qu'il a rencontrés et le père de ces deux jeunes-là, qui est un ami de son père à lui, ben, ils sont en danger parce que c'est un pays où si tu n'as pas les mêmes opinions politiques que ton gouvernement et si tu as évoqué que tu n'avais pas les mêmes opinions politiques que ton gouvernement, tu es en danger. Et donc, ils vont finalement, après la retraite, organiser le rapatriement de cette famille au Canada pour les aider à se sortir de leur danger politique. Et on va retrouver éventuellement les mêmes jeunes dans l'histoire de Rohingyas, qui cette fois-ci va aborder la question des migrants qui traversent la mer en bateau pour trouver asile. Donc, on va se retrouver complètement dans un univers, là, ben, je vous dirais très, très contemporain, là, parce que cette crise-là, la crise des migrants, elle est toujours très actuelle. Donc, vraiment de magnifiques ouvrages qui nous amènent partout dans le monde, qui nous permettent de découvrir des réalités, puis on voit que l'autrice, elle a habité dans ces régions-là. D'ailleurs, si vous allez voir sur son site web, là, elle a fait une vidéo avec ses différents livres qu'elle a publiés. Ça vous donne une idée, déjà ça dure une minute ou deux, de tous les pays que vous pouvez que vous pouvez visiter grâce à l'œuvre d'Élisabeth Turgeon. Je vais poursuivre. Je regarde l'heure parce qu'on aura une visite bientôt. Tiens, je vais poursuivre avec une série qui va vous faire voyager, mais encore une fois, mais cette fois-ci, on va rester à l'intérieur du Canada pour aller voyager vers le Manitoba. Et c'est avec la série de Michael Hutchinson qui s'appelle ben, en fait, la série Une enquête des rats musclés. Et ici, j'ai entre les mains Le disparu de Lac-au-Vent. Je pense. Est-ce que je l'ai mis ici? Ah, j'ai le tome 2, mais je l'ai pas sous la main, je ne l'ai pas apporté sous la main. Alors, vous l'avez dans la bibliographie, le tome 2 s'appelle Sur les traces de Tante Charlotte. Le disparu de Lac-au-Vent nous amène donc dans une petite communauté qui est située, une communauté autochtone située au nord du Manitoba, qui est le lieu d'où vient Michael Hutchison, pardon. Et on se retrouve avec des cousins, Sam, Otter, Atim et Chickadee. Ce sont 4 cousins et cousines qui sont inséparables, qui vivent toujours ensemble. Ils habitent donc dans la Première Nation de Lac-au-Vent. Et ils ont créé ce qu'on appelle le groupe des rats musclés.
Alors, c'est leur petite gang. Ils ont un autobus désaffecté quelque part dans leur communauté où ils vont se réfugier, se cacher. C'est vraiment leur petite maison, donc un vieil autobus désaffecté qu'ils ont aménagé comme étant leur petit lieu à eux. Et c'est une communauté où il y a une grande usine. Et cette usine-là, qui n'est pas tenue par des personnes autochtones, et cette usine-là, elle veut développer son territoire où il y a des infrastructures. Et pour ce faire, elle doit inviter, ben elle doit pas inviter, mais elle doit embaucher un archéologue qui va aller parcourir le territoire pour s'assurer de ne pas détruire des lieux sacrés ou des sépultures ou tu sais, des environnements qui sont propres aux personnes autochtones. Évidemment, la communauté autochtone voit ça d'un œil plutôt moyen parce que bien qu'on dise qu'on veut protéger le territoire, ben la réalité, c'est que ils ont peur de se faire voler des choses parce qu'ils disent que les fois précédentes où il y a des archéologues comme ça qui sont venus, ben ils ont trouvé des choses puis ils les ont gardées pour eux puis ils sont partis avec. Ce qui est vrai, ce qui est faux au travers de ça, c'est pas ce qui sera l'idée centrale du récit. C'est-à-dire que le récit ne visera pas à déterminer si c'était bien ou non de faire l'agrandissement de l'usine comme telle. Par contre, ce qu'on va apprendre rapidement, c'est que ben, l'archéologue, il a disparu. Alors, on retrouve seulement sur le cours d'eau une barque comme échouée sur le bord d'une rive et l'archéologue, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les autorités policières vont enquêter pour savoir ce qui lui est arrivé, mais surtout, les rats musclés vont enquêter de leur côté. Puis, je peux vous le dire, 4 adolescents qui enquêtent, c'est beaucoup plus efficace que tous ces policiers qui enquêtent, évidemment, sinon on n'aurait pas de roman jeunesse. Alors, ben, eux vont aller parler aux anciens du village, ils vont aller au café du village où tout le monde raconte les choses, ils vont essayer d'aller grappiller de l'information ici et là pour essayer de trouver ce qui est arrivé à cet archéologue. En parallèle de cette histoire principale, on a aussi l'histoire de leur cousine qui est un peu plus vieille, qui, elle, va décider d'aller s'enchaîner dans l'usine pour protester contre l'agrandissement de l'usine. Et ce sera perçu par leur grand-père comme étant son rite de passage, son rituel de passage. Et donc, puisque elle a décidé de vivre cette expérience-là, ben, ils ne peuvent pas aller l'aider. Ils n'ont pas le droit d'aller lui porter de la nourriture ou juste une couverture, un peu d'eau pour qu'elle survive, mais ils la laissent à elle-même. Mais les cousins sont quand même curieux de savoir ce qui lui arrive. Fait que de temps en temps, ils vont la voir, comment ça va, puis elle trouve ça dur. Puis là, ben oui, mais grand-papa a dit qu'on n'avait pas le droit de t'aider. Et donc, on va vivre cette espèce de rite de passage-là avec elle en parallèle de la recherche de l'archéologue. Les personnages sont hyper attachants. On est toujours un petit peu caché ici et là à essayer d'entendre ce qui se dit de l'autre côté. On va se promener dans la communauté. On va découvrir donc des jeunes qui sont vraiment dégourdis. Puis je peux vous dire, là, devinez qui trouve la solution à l'énigme en premier. Bien, c'est sûr que c'est nos héros des rats musclés. Et là, je vois que dans notre groupe est arrivée notre autrice invitée ce matin. Alors, bonjour Victoria. On a Victoria Laure qui est avec nous ce matin. Merci d'être avec nous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Si tu permets, je vais faire une petite introduction, puis ensuite, je te laisserai parler de ton roman qui s'appelle Louise et les Cowboys du Saint-Laurent. Alors, je vous ai présenté en première partie de l'animation les ouvrages de la collection Boréal Junior. Donc, et là, dans les derniers livres, on était dans Boréal Inter. Alors, je vous amène, on fait un petit retour en arrière et on revient dans la collection Boréal Junior avec Louise et les Cowboys du Saint-Laurent. Un roman dont je peux vous dire qu'à la première vue, moi, en le recevant, j'avais envie de le lire, là. Il est magnifique, il est hyper attrayant, on a envie de le découvrir. C'est un roman de 175 pages environ. Je vous montre l'intérieur, mais comme je vous l'ai mentionné, avec toujours une grille graphique, là, comme celle que je vous ai montrée au début. Et on va suivre l'histoire de Louise Leclerc, une grande mordue de musique. Et là, j'hésite. Est-ce que tu préfères que je fasse un petit résumé ou je te laisse le présenter, Victoria? Ah, c'est comme tu veux. Je peux présenter aussi, en parler. Je vais t'écouter, puis ça viendra sûrement me poser quelques questions en lien avec la lecture que moi j'ai faite de mon côté.
OK, je me lance. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de Louise qui a 12 ans, qui adore la musique, puis son rêve, c'est de faire le spectacle de fin d'année à son école, mais elle est tellement gênée, elle est tellement timide qu'elle n'ose pas le faire. Puis là, une journée pédagogique, elle s'en va chez son grand-père, qui est un collectionneur de disques et de tout ce qui est relié à la musique. Et là, elle va faire jouer un gramophone mystérieux qui va la propulser. Donc, ça la fait voyager dans le temps. Elle se ramasse en 1974 en Gaspésie. Puis là, elle va faire une espèce de voyage initiatique le long du fleuve Saint-Laurent avec Paul et Paul Chabot, un duo de chanteurs country, un couple de chanteurs country. Donc voilà, ben, moi j'adore la musique, j'avais envie d'écrire là-dessus. Puis c'est cette histoire-là qui m'est venue. Puis le gramophone, ben, ça laisse plein de possibilités aussi pour le voyage temporel. Donc comment elle va réussir à rentrer, tout ça. C'est ça. Ben, puis c'est intéressant aussi parce que ce retour dans le temps-là, la scène, disons, initiale du retour dans le temps, c'est qu'elle se retrouve finalement sur la pochette de l'album. Donc, elle arrive Oui, dans oui, c'est le ça. shooting photo de la pochette de l'album. Puis, ben, c'est sûr que pour elle, sur le coup, elle n'est pas certaine de où elle est puis à quelle époque elle est non plus. C'est ça, c'est un petit clin d'œil aux aventuriers du thème perdu pour ceux qui regardaient les contes pour tous plus jeunes. Dans le fond, il y a du réalisme magique. Là. Elle a atterri dans la pochette, donc sur la photo qui est prise dans une grange. Puis là, elle se demande où elle est. Puis là, c'est là qu'elle fait la rencontre de Paul et Paul Chabot. Puis elle va les suivre en tournée. Et donc, elle va devoir faire des spectacles. Oui, ben effectivement, elle va se retrouver avec eux parce qu'ils vont l'entraîner avec eux dans leur tournée parce qu'ils se retrouvent à faire de la route. Ils vont découvrir pendant qu'elle fait de la route qu'elle a une voix, qu'elle est capable de chanter, mais elle, c'est la gêne de se retrouver devant les autres qui la bloquent finalement. C'est ça. Oui, puis ça porte vraiment sur la création. Dans le fond, tout ça, là, le roman, on se rend compte que Louise, par l'écriture de chansons, ben, elle va prendre confiance en elle, elle va arriver justement à monter sur scène, puis ces chansons vont aussi réussir à influencer les personnages, donc Paul et Paul Chabot, leur fille, tout ça, il y a comme une histoire aussi avec eux, et Mhm. c'est par l'écriture de chansons qu'elle va y arriver. Puis, j'ai envie de t'amener un peu dans le côté contemporain de l'histoire aussi, parce qu'on va avoir une alternance temporelle entre le passé, donc les 1974, et l'époque contemporaine, parce que, ben, elle est disparue, parce qu'il existe souvent dans les histoires où le personnage disparaît, puis quand il revient, le temps n'a pas passé. Donc, Mhm. le personnage revient au moment de sa disparition. Mais dans le cas de Louise, elle disparaît et le temps continue à évoluer là, dans le temps contemporain. Donc, son grand-père va découvrir qu'elle est disparue. Ben, c'est ça, son grand-père revient dans la pièce. C'est comme s'il y avait eu une tornade, il y a eu une espèce de gros tourbillon qui a aspiré Louise. Puis là, il se dit, mais mon Dieu, où est-ce qu'elle est? Puis là, il regarde un peu partout, il voit les disques. Puis là, il la trouve sur la pochette, il la voit, il dit, mon Dieu, mais il y a une petite fille là, dans la grange. Et c'est là que lui va se mettre à la recherche de comment, en fait, la ramener. C'est un mordu de marché aux puces, de vente de garage. Donc là, il va essayer de retrouver le vendeur qui lui a vendu le gramophone. Et c'est un monsieur qui est assez, comme on va dire, grognon. C'est un drôle de personnage, Robin Robichaud. Donc, il va avoir une belle complicité entre les deux aussi pour finir par ramener Louise du passé. Puis, qu'est-ce que tu dirais, tu sais, quand on pense à ton processus d'écriture, tu sais, il y a, là, je comprends, il y a l'intérêt pour la musique, qui a été probablement, si je comprends bien, un moteur de base. Est-ce que tu avais Mhm. un autre moteur, tu sais, quelque chose que tu voulais transmettre par le biais de ce roman-là? Ben, je pense que ça vient à la création vraiment de. Puis j'ai commencé aussi à donner des ateliers, puis c'est ça dont je parle aux enfants, c'est de dire quand vous avez justement un trop plein d'émotions, quand vous avez quelque chose, des fois de l'écrire, d'essayer de transformer ça en art, en une chanson, en une œuvre d'art, ben ça fait du bien, puis ça peut faire du bien aux autres aussi. Donc je pense que c'était ça vraiment le moteur en arrière, c'est de parce qu'on pense pas à ça. Moi, plus jeune, j'y pensais pas nécessairement de me dire, ah, je pourrais écrire une chanson. Puis non, c'est venu plus tard, mais tu sais, je pense que ça peut être bon aussi d'axer les jeunes vers la création. Absolument. Puis, est-ce que le gramophone qui est derrière toi, c'est le gramophone magique du roman Louise et les Ben, Cowboys de Saint-Laurent?
Il est magique parce qu'il est Bluetooth, en fait. J'ai trouvé ça et je l'apporte, en fait, ben, dans les salons du livre, dans les ateliers, parce que je fais jouer de la musique country. Donc, c'est ça, l'atelier, c'est à la fois l'histoire du gramophone, donc vraiment les phonographes, les très vieux gramophones. Je parle aussi de musique country, puis on fait de l'écriture de chansons. Mais quand j'ai vu que ceci existait, je me suis dit, c'est parfait, parce que là, évidemment, trouver un vieux gramophone d'époque, c'est c'est très, très cher, très fragile. Tandis que là, je peux à la fois montrer aux jeunes comment les vinyles, ça fonctionne, en faire jouer. Puis, je peux aussi relier mon téléphone pour leur faire écouter toutes sortes de musique. Donc, c'est ça, je suis contente de ma trouvaille. Ben, il m'avait bluffé, là. Je pensais que c'était le vrai gramophone magique du roman. Puis comment les jeunes réagissent à la musique country dans les ateliers? Ben, c'est drôle, j'en ai donné un à Laval, puis samedi, puis je demandais, est-ce que vous connaissez ça, est-ce que vous aimez ça? Puis c'est pas d'emblée un style que les jeunes écoutent nécessairement. Par contre, là, je leur fais écouter, exemple, le twang, à quoi ça ressemble. Puis ce qu'on entend souvent dans la musique country, je dis, c'est le cheval. Souvent, on va entendre comme si ce rythme-là. Puis après, je leur fais deviner entre quelques chansons, c'est laquelle pièce qui est du country, donc pour les familiariser. Puis, oui, ils finissent par aimer ça. Je pense que c'est vraiment une introduction à ce genre-là, même si ça redevient populaire aussi, un country plus pop qui se met à fonctionner beaucoup, mais chez les jeunes, c'est peut-être pas leur style, préféré, disons. Mais ça les amène à découvrir, puis dans ce cas-ci, ça les amène à Oui. découvrir le genre musical, mais aussi une partie de l'histoire de la tournée au Québec. Tu sais, ces groupes qui Oui. faisaient des tournées, parce que en suivant Paul et Paul Chabot, on se retrouve dans des spectacles qui ont lieu dans des bars, dans des spectacles qui ont lieu dans des festivals aussi. Donc, c'est vraiment en remontant le Saint-Laurent, de la Gaspésie vers l'ouest. Donc, c'est vraiment de découvrir aussi les différents lieux où pouvaient se produire ces artistes-là. Puis, moi, ça m'a impressionné, tu sais, il s'arrête en chemin l'après-midi, il donne un spectacle à tel endroit, mais le soir, il faut qu'il soit rendu un peu plus loin, il ne faut pas qu'il manque leur traversier, parce que s'il manque le traversier, le spectacle ne peut pas avoir lieu. Donc, toute cette logistique de tournée-là aussi, c'est quand même, Mhm. tu sais, c'est attrayant, là, ça nous donne envie, nous aussi, de partir avec eux. Oui, ben, j'ai fait de la tournée pendant quelques années avec Sonny Duval, Mara Tremblay, puis on a joué mon Dieu, en Louisiane, en Suisse. J'ai vu quand même pas mal le Québec avec eux. Tu sais, puis il y a plein de choses que j'ai apprises, dont le fait que peu importe s'il y a 100 personnes ou 5 personnes, ces artistes-là donnaient toujours un super spectacle. Puis les artistes country ont ça aussi. Ce souci-là de tout donner pour les spectateurs. Fait que ça, j'avais envie d'en parler dans le roman aussi. Puis, effectivement, c'est des artistes, pas les Paul Chabot, je les imagine jouer dans un sous-sol d'église. Après, il y a le festival, mais c'était ça aussi. C'est pas une vie facile, la tournée. Il faut sortir le stock, ensuite rentrer, puis ensuite tout monter, puis repartir. Puis c'est un peu ça que Louise, elle vit. C'est son introduction, disons, à la vie de tournée. Oui. Puis, peut-être je regarde l'heure qui passe, peut-être pour conclure, est-ce que tu voudrais nous mentionner un petit mot, parce que tu l'as évoqué, puis je trouve que c'est une part qui est importante dans le récit aussi, un petit mot sur l'histoire de Paul et Paul et leur fille, parce que Louise va les aider à renouer avec leur fille. Oui, c'est ça. Dans le fond, je me suis inspirée un peu de l'histoire de Marcel Martel et Noëlla Terrien, qui sont comme notre couple royal du country au Québec. Et leur fille, Renée Martel, bon, ils ont été en chicane pendant une époque. Donc, moi, je me suis inspirée de ça, mais j'ai imaginé, disons, la fille Diane Chabot qui change de nom, qui renie un peu son passé country pour être plus pop. Et donc ça fait de la chicane entre eux, puis c'est Louise qui va réussir à les rapprocher en écrivant une chanson qui s'appelle Là où le fleuve touche au ciel. Parce que dans le roman aussi, j'ai écrit 4 chansons. Il y en a une qui est le plus grand succès de Paul et Paul Chabot, c'est Je roule. Les 3 autres sont écrites par Louise, en fait, par moi, et je les ai enregistrées. Donc il y a ça aussi, il y a comme tout le support musical qui vient avec le roman, On a, avec on a oui, un code. Il y a un hyperlien qui amène aux différentes plateformes d'écoute et qui amène
des nouvelles, là, comme si je vais dans un salon du livre, ben, je vais le mettre sur cet hyperlien-là, tout ça. Donc, mais les chansons, je trouve que ça ajoute aussi parce que là, les jeunes peuvent écouter puis voir, bon, ben, à quoi ça ressemble la musique country. Donc, voilà le roman. J'espère que vous le lirez, que vous l'aimerez. Ben, je te remercie beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Je ne sais pas dans les gens qui sont présents s'il y a des gens qui ont des questions, qui voudraient poser une question ou lever les temps. Vous pouvez le faire on n'est pas nombreux, là, vous pouvez le faire soit en ouvrant votre micro directement. Sinon, en attendant que quelqu'un peut-être lève la main, est-ce que si tu veux, dans la conversation, après qu'on aura terminé, mettre tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter s'ils veulent avoir un atelier, parce que ce qu'on comprend, c'est que Mhm. tu as ces ateliers-là qui sont très attrayants. Tu me mentionnais, si mon souvenir est bon aussi, que tu es en attente de la prochaine ouverture pour t'inscrire à la culture à l'école. Donc, c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu prochainement là, au cours de l'année, là, donc que tes ateliers se retrouvent dans le répertoire culture-éducation. Oui, c'est ça, j'attends le prochain appel d'offres. Comme le roman n'était pas sorti encore au moment du dernier appel, ben là, j'ai pas pu m'inscrire. Puis là, j'attends la date avec impatience. J'aimerais ça aller dans les écoles aussi. Puis dans l'atelier, pour conclure, j'écris une chanson avec les enfants. Donc, on travaille là-dessus, les couplets, les refrains, comment ça fonctionne. Puis je l'adapte aussi, tu sais, même si c'est 8-12 ans, le roman. S'il y a des enfants plus jeunes, ça marche aussi. J'essaie de rendre ça vraiment dynamique pour que tout le monde ait du plaisir puis qu'on fasse de la musique ensemble, joue des chansons et tout. Donc, c'est ça. Je vais Ah laisser ben, mes coordonnées oui, laisse-nous ça dans la parce que conversation. on peut bien sûr faire appel à ton atelier, même s'il n'est pas pour l'instant dans le répertoire, puis en sachant qu'il pourrait s'y retrouver prochainement, ben, c'est intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent. Je te remercie chaleureusement d'être venu nous présenter Et à vous? dire Victoria. Louise et les Cowboys du Saint-Laurent. C'était, ben pour moi, lors de la lecture cet été, c'était une très belle découverte. Cette alternance entre les temps aussi, qui était vraiment très intéressante de se replonger dans un passé qui n'est pas si lointain non plus, hein, mais Mhm. les choses ont tellement changé en 50 ans que ben, pour les jeunes lecteurs, ça paraît très, très lointain. Et vraiment une très belle découverte. Puis j'espère te relire bientôt. Bon, ben merci. Merci, merci Bye, beaucoup. à la prochaine. Bonne journée. Vous aussi. Merci. Ah, ben c'est toujours un plaisir d'avoir ces auteurs qui se joignent à nous, auteurs, autrices qui se joignent à nous pour nous parler de leurs œuvres. Donc, avoir un petit peu accès au processus de création en arrière de cet ouvrage qu'on lit. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que l'atelier doit être vraiment intéressant aussi là, pour découvrir les processus de création de pièces musicales aussi. Là, c'est très attrayant. Il nous reste une quarantaine de minutes, alors je vais poursuivre avec d'autres présentations. Alors, on avait fait un petit retour vers Boréal Junior. Je vous ramène vers Boréal Inter, peut-être avec un petit dernier ouvrage que je voudrais vous présenter avant de passer aux autres collections. Euh, je vous ai amené, bon, on a voyagé ensemble depuis le début de la présentation. On continue à voyager. Cette fois-ci, je vais vous amener dans un autre, disons cette fois-ci, un autre, est-ce que c'est exact de vous dire un autre continent? Je pense que oui, avec les romans que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. On n'est pas encore allé en Europe, si mon souvenir est bon. Et là, je vous amène dans un voyage en Angleterre avec un roman de Brigitte Vaillancourt qui s'appelle Les Marées. Et ce roman-là, donc, il sera ben, pour les bons lecteurs là, à partir de troisième secondaire ou neuvième, dixième année, bien sûr, mais on a un personnage qui est un peu plus vieux, donc on peut se rendre jusqu'au lecteur là, de la fin du secondaire, donc que ce soit la secondaire 5 ou 10, 11, 12e année, là, ils vont s'y retrouver également, puisque notre personnage ben, est un personnage de jeune adulte. Alors, on est dans un roman de Brigitte Vaillancourt comme je le mentionnais, et on va suivre l'histoire de Capucine. Donc, Capucine, elle habite avec sa mère. Ses parents sont séparés depuis plusieurs années, depuis qu'elle est assez jeune. Son père est plus ou moins présent, là, souvent parti en voyage, donc elle n'a pas beaucoup de contact avec lui. Il est assez distant.
ça va somme toute assez bien, mais on comprend que Capucine est du genre plus réservé, alors que sa mère et les personnes que sa mère fréquente sont très, très expressives, très volubiles, prennent beaucoup de place, font du bruit. Donc, Capucine, elle se retrouve plus ou moins là, dans cet univers-là. Et la personne avec qui Capucine se retrouve le mieux, c'est sa grand-mère paternelle, qui habite pas tellement loin de chez elle. Quand elle va visiter sa grand-mère paternelle, c'est véritablement son refuge, l'endroit où elle se sent le mieux comprise et je vous dirais presque le plus en sécurité. Puis un jour, Capucine est chez elle. Sa mère, qui est toujours très, très, très volubile, tu sais, on pourrait dire, si on utilisait un anglicisme, elle est un peu loud, là, tu sais, à prendre la place, à prendre les... Un jour, sa mère reçoit un appel. Sa mère est comme incapable de parler, puis elle raccroche. Et sa mère, on pourrait dire d'une certaine façon, elle s'éteint. Donc, elle devient plus taciturne, moins expressive. Et là, Capucine s'inquiète un peu pour sa mère. Elle va essayer de comprendre ce qui est arrivé. Quel était cet appel-là? Elle va retracer l'appel, elle va commencer à faire des recherches, elle va surtout aller consulter sa grand-mère. Et sa grand-mère va lui apprendre que 10 ans avant sa naissance, ses parents ont eu un autre enfant. Et que cet enfant, cette jeune fille-là, ben, Capucine ayant 18-19 ans, là, on comprend que c'est une personne donc qui est rendue à 28-29 ans. Cette personne-là, elle a été donnée en adoption en Angleterre. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ses parents à Capucine, qui étaient un couple adolescent, sa mère est tombée enceinte. C'était une époque où ben, c'était très mal vu d'être fille-mère. C'était mal vu de subir un avortement, de décider d'aller avoir un avortement. Donc, ben, la grand-mère maternelle, la mère de sa mère, a décidé que sa fille irait faire sa grossesse en Angleterre, puis que son enfant serait donné en adoption là-bas. Et là, la jeune fille, elle n'a pas vraiment eu son mot à dire dans cette histoire-là. Le jeune homme non plus, soit dit en passant. Personne n'a été vraiment consulté. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand la mère est revenue sans ce bébé, les choses avaient bien changé. Le couple n'a pas tenu et les parents se sont séparés. Puis quelques années plus tard, les parents se sont retrouvés, sont revenus en couple et ont eu ce deuxième enfant qui est notre personnage principal, Capucine. Et là, Capucine apprend tout ça sur l'histoire du passé de sa mère. Et l'appel qu'elle a eu, c'est que cette femme-là, en Angleterre, cherche à retrouver ses parents biologiques. Et la mère a reçu un appel de quelqu'un qui essayait de les mettre en contact. Mais la mère, ce qu'elle a répondu, c'est « Je suis incapable. Je ne peux pas lui reparler. » Et Capucine, elle, va décider d'entrer en contact avec cette femme-là, qui est sa sœur, et va décider d'aller passer un été avec elle en Angleterre pour la visiter. Et donc, là, je vous ai raconté le début de l'histoire, mais le cœur du récit, c'est l'été que Capucine va passer en Angleterre avec cette femme, cette sœur qu'elle va découvrir. Elle arrive là, puis elle est consciente du fait que c'est pas tellement elle que sa sœur voulait voir. Sa sœur voulait retrouver ses parents, mais les parents sont incapables d'y aller. Et tout au long du récit, on ne nous donne pas l'indice que les parents seront un jour capables d'y aller. Donc, c'est vraiment cette rencontre-là et qui sera une magnifique rencontre. Et c'est ce qui est beau dans ce roman-là, c'est qu'on se dit à un certain point, est-ce qu'elle va être déçue? Est-ce qu'elle va se rendre compte des dangers? Est-ce qu'il va y avoir une mauvaise surprise? Non, ce sera une magnifique rencontre. Elle va vraiment trouver un membre de sa famille qu'elle va apprendre à découvrir. Cette femme est mariée, elle a un enfant, puis elle va vivre avec eux un été extraordinaire sur le bord de la mer avec des sorties de surf, avec des découvertes, avec boire une bière au bord d'un feu. Donc vraiment là, un été d'une grande émancipation aussi pour Capucine qui va découvrir qu'elle a cette famille-là. C'est un roman qui est très tendre, qui est très libérateur aussi, là. Mais moi, j'aime toujours les romans où des jeunes adultes prennent leur envol, là,
premier voyage seul. Tu sais, le premier voyage en Angleterre, pour elle, c'est quelque chose. Il faut qu'elle prenne l'avion toute seule. Après, faut qu'elle prenne le bateau pour traverser la Manche. Faut pas qu'elle rate son bateau. C'est stressant, là, la première fois que tu voyages tout seul, là. Donc, moi, j'aime beaucoup ces histoires-là d'émancipation de première fois. On est vraiment là-dedans avec le magnifique roman de Brigitte Vaillancourt qui s'appelle Les marées et que vous retrouverez dans dans la collection Boréal Inter. Oh, je vais vous référer à la bibliographie pour aller découvrir tous les autres extraordinaires romans de la bibliographie parce que j'ai pas le temps de tous vous les présenter. Mais je peux pas vous quitter sans vous avoir parlé d'une autre collection qui est vraiment importante aux éditions Boréal, qui est la collection Brise-Glace. Et là, je vous amène encore une fois dans un autre univers parce que la collection Brise-Glace, elle nous plonge dans la poésie et elle nous amène découvrir les univers poétiques de plusieurs créateurs. J'en ai quelques-uns ici. Malheureusement, il m'en manque un parce que je l'ai prêté à une collègue qui est en train de créer un atelier sur la poésie. Donc là, elle avait besoin de lire cet ouvrage-là. Mais j'ai sous la main donc Les poèmes ne me font pas peur de Laurent Teillet, Christina Gauthier-Landry, Kaléidoscope Mon cœur. J'ai ici de Renaud Jean, Projet personnel. Celui que j'ai pas sous la main, c'est Ghosté de Sarah Dignard et Tiens-toi droite de Lucille de Pellouan. Donc, de magnifiques ouvrages en poésie. Je vais vous montrer un peu les pages intérieures. Donc, vous allez voir, on est dans une mise en page qui est vraiment une mise en page de poésie, donc assez aérée. On a un texte qui est très accessible. Moi, c'est un des éléments que j'aime mentionner sur la poésie. Je ne sais pas quand un jour on a comme eu l'impression d'apprendre, certains d'entre nous dans notre parcours, que la poésie c'était compliqué puis qu'on n'allait rien comprendre, là. Puis je pense que pour rencontrer beaucoup de pédagogues au cours de mes visites, il y a beaucoup de personnes qui se demandent un peu si la poésie, ils vont être capables là, de la comprendre et de l'enseigner. Puis c'est comme une grande bébite qu'on n'est pas capable de saisir. Mais la poésie jeunesse et la poésie destinée aux adolescents, pour moi, c'est une porte d'entrée magique vers la poésie pour nous comme adultes y revenir, puis découvrir que c'est pas obligé d'être compliqué, la poésie, puis ça peut être très narratif. La poésie peut être très intelligible et nous raconter une histoire. Et cette collection-là est extraordinaire pour nous ramener vers la poésie. Chacun des ouvrages, donc, est proposé par un créateur qui va aborder, donc, on a plusieurs sujets qui vont être abordés. Par exemple, dans Ghoster, ben, vous connaissez peut-être le terme se faire ghoster là, de Sarah Dignard. Donc, se faire ghoster, c'est quand quelqu'un se met à nous ignorer. Ben, c'est une jeune fille qui se fait ghoster par sa meilleure amie. Donc, vous savez, cette meilleure amie que vous avez depuis le début de votre parcours secondaire et qui, du jour au lendemain, a décidé que vous étiez plus assez cool pour elle. Bon, ben, c'est cette histoire-là de déchirure que ça va raconter. On aura donc plusieurs ouvrages comme ça qui sont proposés et moi, je vais vous présenter plus spécifiquement Tiens-toi droite de Lucille de Pellouan. C'est un ouvrage qui m'a particulièrement touchée parce qu'il aborde, entre autres, une thématique dont on a légèrement parlé tout à l'heure, puis peut-être vous avez senti que c'est une thématique que j'apprécie, mais c'est le militantisme et l'éveil d'une jeune personne au au militantisme, au fait de prendre position dans la société, donc de se tenir droit, hein, de se tenir droit envers ses convictions. Tiens-toi droite, donc c'est une suite poétique qui est composée de divers types de textes. On a une suite qui va être assez, je vous dirais, linéaire au niveau temporel. Et on a donc plusieurs poèmes qui sont précédés d'un titre, comme ici. Ici, on a Pour toi, Mamalou du futur. Donc, le personnage s'adresse à elle dans le futur. On va avoir ensuite des sections qui sont divisées par saison. On va suivre une année complète dans la vie de cette jeune fille. Et au début de chaque saison, on a une photo, une liste de choses à faire. Par exemple, me lever quand mon réveil sonne, aller à l'école à vélo, mettre un casque, prendre soin de mon nouveau sac, arrêter de me disputer avec mes parents, demander pardon à Nadia, ne plus rougir devant Elisa, etc., etc. Ensuite, ben, disons la narration du quotidien tout en poésie et au travers de ça, le récit de rêve qu'elle a fait. Donc, des rêves, elle nous raconte un rêve qu'elle a fait. Par exemple, ici, rêve 1,
Je rêve que je me balade dans les couloirs de l'école. La rangée de casiers est infinie. Du plafond, plein de livres tombent doucement sur mes épaules. Tout au bout du couloir, il y a Elisa qui m'attend, un carnet à la main. Et on passe comme ça au prochain rêve. Et donc, on va suivre un an dans la vie de notre jeune narratrice qui va se définir au fil de cette année-là avec les convictions qu'elle a, qui sont des convictions féministes, puis aussi avec un caractère assez écolo. Donc, c'est cette construction identitaire-là d'une jeune fille qui va aussi découvrir un aspect, je vous dirais un côté un peu queer, c'est-à-dire son attirance pour d'autres jeunes filles. Donc, plusieurs éléments comme ça qui vont se mettre en place. Et se tenir droite, ben, ça veut dire être fier de ses convictions. Je vais vous lire un petit extrait ici où on fait entre autres référence à Automne Pelletier, qui est une militante pour l'environnement, et aussi, je vais vérifier si dans ce passage-là, il y a un passage, si jamais vous entendez, elle fait référence à sa grand-mère, Mamita. Donc là, je ne me rappelle plus si c'est dans ce passage-ci, mais je vais vous lire celui que j'avais sélectionné ici, qui s'appelle Le fil. Je regarde Automne Pelletier. Je me demande où moi je vais, sur quel fil je tire. Je cherche ma boussole dans les carnets de Mamita. Elle m'a dit un jour d'écouter ma petite voix et de toujours garder ma personnalité. Au fond de moi, ce que je veux vraiment, c'est surtout me tenir droite, comme une montagne, un arbre, une girafe. Me tenir droite, comme un phare dans la tempête. Me tenir droite pour mes idées, pour l'amour, pour la vie. Alors, quand je vous disais qu'on a une poésie qui est très narrative et qui est très facile à comprendre, c'est une poésie qui va comme ça tout au long du récit où on n'est pas dans la rime nécessairement, on n'est pas dans le vers calculé, on est vraiment dans une façon de raconter. Dans plusieurs contextes, moi, on me demande des ouvrages high-low, hein, des thématiques avancées avec une langue accessible, et je trouve que dans plusieurs contextes, la poésie pour adolescents, c'est un des genres littéraires qui répond le mieux à cette demande-là de high-low parce qu'on a souvent un texte qui est plus punch, qui est plus coup de poing, mais avec une économie de mots, le moins de mots possible et qui va directement à l'essentiel, tout en créant parfois des images quand même pour faire du sens et pour faire effet. Tiens, je vais vous lire un autre extrait ici où on parle de Masaru Emoto. Donc, on va nous parler de ses théories. Je pense à Masaru Emoto, à sa théorie sur l'eau et les mots. Il a fait des expériences, il a regardé les molécules au microscope, il a fait écouter du Bach aux cristaux de neige, il leur a parlé d'amour, il a été doux et bienveillant derrière son microscope. Les flocons étaient alors sublimes. Puis, il a critiqué les cristaux. Il leur a dit, vous êtes des incapables. Il a hurlé aux petites étoiles blanches, vous êtes nuls et moches. Derrière son microscope, les flocons sont devenus misérables. Notre corps est constitué à 70% d'eau et notre planète presque pareille. Je n'ose même pas imaginer l'état de nos molécules d'eau si on les regardait au microscope. Et si on écoutait du Bach, et si on parlait doucement aux rivières, et si on lisait de la poésie à l'océan, peut-être qu'on oserait se regarder au microscope, peut-être que ce serait plus facile. Et bien, quand on a des personnages réels comme ça qui sont cités, c'est intéressant de pouvoir aller faire une petite recherche aussi pour voir de qui il s'agit, essayer de faire le lien entre l'histoire du personnage et ces personnages-là et ces personnes-là qui sont citées. Ben, ensuite, de se faire sa propre idée aussi par rapport aux idées de ces personnages-là. Vous allez même pouvoir trouver des documentaires qui abordent ces personnages-là plus spécifiquement. Donc, voici pour la magnifique collection Brise-Glace. Des collections comme ça, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous avez... oh, j'avais aussi, ben oui, j'ai oublié de le mentionner, Brigitte Vaillancourt, qui était l'autrice de Les Marées, a elle aussi un ouvrage dans cette collection-là qui s'appelle Saison chaude, à découvrir également qui est un ouvrage où on a une jeune fille qui se retrouve à déménager au Niger. Et donc, on est dans des descriptions des différents moments de vie vécus par cette jeune fille-là alors qu'elle arrive au Niger. Donc, vraiment, encore une fois, la possibilité de voyager par le biais de la poésie. Puis, on a jusqu'à date 6 ouvrages parus dans la collection Brise-Glace. Et moi, ce que je trouve d'une collection comme celle-là qui est intéressante, c'est que ce sont des textes qui abordent des sujets très variés
Pardon. Et si on veut aborder la poésie en classe avec les jeunes, moi, je vous invite à leur donner le choix entre les 6 ouvrages. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez présenter chacun des livres avec les thématiques principales. Ce ne sont pas des livres qui, comme adultes, vont nous prendre énormément de temps à lire. Donc, on peut se permettre de les lire pour connaître chacun des livres. Puis ensuite, on laisse les jeunes choisir lequel ils veulent découvrir. Donc, avec leur personnalité, avec leur sensibilité, ils vont aller faire un choix puis décider lequel de ces livres ils veulent découvrir, et bien, on a déjà 50 du travail de fait parce qu'on les a impliqués. Ils ont eux-mêmes été partie prenante de leur sélection. Puis, on a une chance qu'ils aient choisi un ouvrage qui les présente. Puis ensuite, il y a des belles activités de présentation orale qu'on peut faire. Donc, ils peuvent présenter le livre qu'ils ont choisi aux autres, comparer leur lecture, voir s'il y a des échos entre les textes et peut-être se recommanderont-ils des lectures entre eux. Je vais m'arrêter ici donc pour cette première présentation qui vous a permis de découvrir là, de façon un peu globale les éditions Boréal et les collections jeunesse qui sont les collections phares.